Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence live Before Bank, une conférence live consacrée à la bourse et il y a pas mal de sujets à aborder sur ce thème, pas mal d'actualités. On va essayer de comprendre ce qui se passe d'abord et puis bien sûr essayer d'en tirer quelques profits, en tout cas quelques conseils. Alors pour parler de ces sujets, on a le plaisir d'avoir deux experts autour de la table. Marie-Jeanne Missoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante chez Mandarine Gestion. Un mot pour présenter Mandarine, c'est une maison qui est à quelques années maintenant. Alors c'est une boutique qui a été Vous créée dites boutique, vous boutique, ça, oui, c'est un peu l'appellation anglo-saxonne en Ouais. fait, petite structure, qui a été créée en 2008 par Marc Renaud, qui est un gérant value très reconnu sur le marché. Et pour diversifier les risques de la structure, il avait créé un pôle action croissance. Donc il y a deux stratégies au sein de grandes stratégies au sein de Mandarine, la stratégie value et la stratégie croissance. On rappelle peut-être distinguo entre value et croissance. Alors la value, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous attachez beaucoup à la valorisation des actifs sous-jacents. Donc on rachète des actions qu'on considère mal valorisées, Exactement, c'est-à-dire peu chères par rapport à ce qu'elles ont au bilan. Voilà, et pour jouer un rattrapage en fait. La gestion croissance, au contraire, on s'intéresse, on regarde moins la valorisation des actifs, on s'intéresse à la croissance des bénéfices et au potentiel de croissance des bénéfices. Donc même et si on elle est est prêt chère, à payer on est cher. prêt à continuer Voilà. à suivre cette croissance. On Un est exemple plus parfait, momentum. c'est Apple. Voilà, Apple, c'est exactement la distinction qu'on peut avoir sur Apple, c'est l'exemple extrême de valeur de croissance. On a quand même une très très belle croissance bénéficiaire avec leur dernier lancement d'ailleurs qui est un succès. On en reparlera. Voilà. Roland Laskin, l'autre invité de cette conférence live. Bonjour. Roland. Vous êtes rédacteur en chef de la déplacement et du service bourse au Figaro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, c'est une lettre de placement, on peut dire un mot aussi de la lettre de placement du Figaro. Combien d'abonnés? Est-ce que c'est quelque chose qui suscite toujours autant d'intérêt, ces conseils boursiers? Alors, on a plusieurs milliers d'abonnés et en fait, on est spécialisé dans les abonnés particuliers. On conseille des particuliers sur les valeurs mobilières, sur leurs placements financiers. Et on a la chance, dans cette lettre, d'être totalement débarrassé des obligations de suivre les indices. On peut être assez mobile et on a une orientation plutôt prudente. On a des investisseurs particuliers qui ne sont pas du genre à faire du day trading. Donc on essaie toujours d'avoir une vision un petit peu long terme et assez prudente sur les titres. Le bon père de famille, comme on dit. Alors on ne dit plus ça en France, on n'a plus le droit, mais en bourse, dommage, on peut encore l'employer. Et on a la chance d'avoir autour de la table deux surperformeurs, des gens, des gérants, et puis vous, parce que vous faites un portefeuille aussi, qui faites mieux que l'indice, le CAC. Alors on a un portefeuille de référence dans la lettre des placements qui fait légèrement mieux que le CAC. On fait à peu près 2% de mieux que le CAC depuis le début de l'année. Encore une fois... Un CAC qui est à 4,5 autour de 4,5. Encore une fois, évidemment, notre volonté, c'est de faire mieux que le CAC, mais surtout, on a vraiment un souci important de limiter la volatilité. Donc sur ce portefeuille, ça marche plutôt bien. Et on a par ailleurs un portefeuille offensif du Figaro Bourse sur Internet. Et là, on a des performances beaucoup plus importantes, mais au prix d'une volatilité plus forte. Marie-Jeanne, un mot sur vos performances aussi? Alors, il y a 4 fonds gérés par le pôle croissance. Donc, le fonds Mandarine Europe Opportunité, qui est sur l'Europe All Cap, fait 12% depuis le début de l'année, fin septembre, contre un indice Stoxx 600 qui est un petit peu inférieur à 4. Le fonds Mandarine Opportunité, qui est sur la France, All Cap aussi, fait un peu plus de 11% contre un indice SBF 250 qui est un petit peu en dessous de 6, à 5,9 je crois. Le fonds Mandarine Unique, qui est un fonds Small Mid Cap, fait un peu plus de 14%, 14,3% contre un indice Stoxx 200 qui est son indice de référence, qui est à 7,8. Et enfin, le fonds Mandarine Micro Cap, qui vient d'être relancé avec un nouveau gérant qui nous a rejoint il y a 3 mois, qui fait 18% depuis le début de l'année, contre un indice qui fait 12,6. Donc il s'en sort très bien. Microcap, c'est quoi une Ces microcap? microcaps, ce sont les valeurs, c'est vraiment le bas du range en fait en termes de capi, et c'est des valeurs 10 qui millions, 20 sont millions, 30 millions en moyenne autour de 300 millions à peu près. Ah, 300, Ouais, ok. ouais. Donc vous en sortez très bien tous les deux. Un petit mot avant de rentrer dans votre analyse des marchés actuellement sur, en effet, cette dictature des indices, parce que vous disiez, nous on se sent très libre de s'affranchir de ces indices. C'est vrai que les marchés sont drivés, comme on dit en bon français, par cette pression indicielle, cette gestion indicielle qui sert de référence. Vaut mieux être dans le flot de l'indice, même quand il baisse, que de prendre un risque et de se retrouver à contre-courant.
Nous, en fait, chez Mandarine, on a vraiment un parti pris. D'ailleurs, c'est la thématique de notre structure. C'est une gestion de conviction. Donc les indices, on est totalement décorrélé des indices et on ne cherche absolument pas. On fait vraiment des choix sectoriels. C'est ça que sert un gérant. Voilà, exactement. Voilà. Donc ce qui peut nous amener effectivement à avoir des périodes plus difficiles. Puisqu'on fait des impasses complètes sur certains secteurs. Et ça, on peut en parler plus tard si vous voulez. Bien sûr. Alors, avant de parler des impasses, on va parler plutôt de la situation. Roland, comment est-ce que vous percevez ce qui se passe? Là, on a quand même des grosses turbulences. Bon, c'est assez fréquent en bourse, mais on revient dans une période un peu agitée là, depuis cet été. Comment vous l'analysez? C'est quoi le facteur déterminant qui provoque ces remous? On a un changement assez important. Le premier, c'est que finalement, toutes les perturbations qu'on a connues, ça revient finalement à se préparer à un monde avec moins de croissance. Moins de croissance dans les pays émergents, une croissance forte aux États-Unis, mais peut-être qu'on est arrivé, pas en haut de cycle, mais on a bien entamé le chemin de la reprise, et une croissance en Europe qui est là, qui a le mérite d'être là et qui progresse, mais qui reste faible. Et même en Chine, d'ailleurs, moins de croissance. Alors même en Chine. Alors on garde une croissance assez forte. Enfin, les statistiques sont contestées, mais on peut quand même miser sur une croissance beaucoup plus forte que dans les pays occidentaux. Mais là aussi, on a un ralentissement de la croissance et non pas de l'économie. Et donc, ce retour dans un monde avec moins de croissance, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins, ça implique finalement de réviser la valeur des actions qui sont tout simplement basées sur les perspectives bénéficiaires, moins de croissance, peut-être moins de bénéfices. Et ça, effectivement, ça conduit à des ajustements assez forts et assez brutaux. Et puis également, un autre gros changement, c'est que les États-Unis et le pays directeur, on est à la veille d'un gros changement de politique monétaire aux États-Unis et on sera plus porté par cette abondance de liquidités qui nous a beaucoup porté depuis 89. Ça, c'est un gros depuis 2009, c'est un gros changement. Et évidemment, il faut un petit peu de temps pour s'adapter à ces deux changements. Marie-Jeanne, quand on est, comme vous, gérante qui recherchez de la croissance pour investir et qu'on est dans un monde avec moins de croissance, comment est-ce qu'on résout cette équation ? Alors d'abord, on regarde dans ce qu'il reste de croissance là où il y en a le plus. Vous parliez de la Chine, par exemple. La Chine, effectivement, on a un ralentissement, mais le ralentissement, il est surtout sur la partie industrielle. Et on voit que la consommation en Chine est en train d'augmenter. D'ailleurs, c'est le changement de politique qu'on a, où les politiques chinois ont prévenu depuis très longtemps. Il y a quand même un changement de modèle, où après avoir eu une croissance économique tirée par l'investissement, et notamment les infrastructures, aujourd'hui, le gouvernement chinois essaye d'avoir une économie beaucoup plus tirée par la consommation domestique. Et on est dans cette phase de transition qui est très difficile. Mais ça veut dire qu'en fait, en Chine, des sociétés de consommation peuvent très bien performer. Donc, est-ce qu'on a changé de paradigme? Est-ce qu'on a changé de monde malgré tout? Complètement. Certains le disent. En effet, on a connu ces cycles de croissance avec des ralentissements, mais ça revenait toujours. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Finalement, ça revenait sans rien faire. Est-ce que finalement on va rentrer dans un monde différent, peut-être sous la pression démographique, comme ça s'est passé au Japon puis en Europe, on est des continents qui vieillissons, la Chine qui veut changer de modèle, est-ce que vous avez l'impression qu'on ne reverra pas forcément tout de suite ce monde de croissance? On est dans un changement de paradigme total, puisque par exemple aujourd'hui on est dans une phase de reprise en Europe, même si on a du mal à le voir, puisque effectivement avec tout ce qu'on entend, c'est pas toujours ce qu'on comprend. Mais il y a une reprise en Europe, et par contre, c'est le reste du monde qui va moins bien, alors qu'avant, on avait plutôt le contraire. Et normalement, dans cette phase de reprise, les investisseurs ont tendance à jouer l'investissement, la reprise des industriels, les banques, les secteurs financiers. Aujourd'hui, ce sont les secteurs à éviter, puisque finalement, on a une reprise en Europe, mais avec une crise dans les émergents, et une économie américaine qui est un peu en phase de maturité. Donc, alors Roland, vous l'avez dit, moins de croissance, ça pose un problème pour les investissements et les valorisations boursières. Il y a un autre problème, c'est la crainte des taux d'intérêt de l'argent qui va devenir peut-être plus cher. Et là, on regarde du côté de la Fed, de Janet Yellen. On a du mal à comprendre ce qu'elle veut faire.
Alors, la crainte de la hausse des taux, en fait, on parle juste d'un premier relèvement des taux directeurs. Les taux au jour le jour aux États-Unis. Finalement, cette politique monétaire qui a été mise en place début 2009 pour lutter contre la stagnation de l'économie américaine, elle a finalement marché. On a une reprise. Et là, on est en train de mettre en place une politique monétaire plus normale, avec des taux qui sont plus à zéro, qui vont commencer à légèrement monter, et puis on va arrêter effectivement les rachats de titres financiers sur les marchés. On le met en place sans le mettre en place, on l'attend, mais on n'a pas encore de date, et ça crée aussi du trouble. Ça crée du trouble parce que, en réalité, si la Fed, ce qu'elle a toujours fait, ne s'en tenait qu'à l'économie américaine, avec un taux de chômage qui va arriver à pratiquement 5%, on est vraiment très très bas, les créations mensuelles d'emplois, c'est un ratio que la Fed suit très très bien, sont vraiment assez hautes. Donc on a une économie qui repart, qui se porte bien, mais elle a pris le temps parce que cette décision devait intervenir là très prochainement, à la fin du mois de septembre, et elle ne l'a pas fait parce qu'on a un monde perturbée avec la Chine, etc. Et donc, en fait, c'est perturbant parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire en tenant compte que de l'économie américaine. Et justement, c'est peut-être le signe qu'on rentre dans un monde sans croissance, un petit peu plus compliqué. Et pour la première fois, peut-être, la Fed a dû compter avec le reste du monde. Alors, on a des questions ou des remarques d'internautes qui remontent, c'est le principe de l'émission, et je les en remercie et je les invite à poursuivre, à nous interpeller. Annie, par exemple, qui fait une remarque plus qu'une question: l'investissement en actions reste-t-il intéressant, non, c'est bien une question, compte tenu que toutes les autres formes de placement sont soit peu rémunératrices, soit très fiscalisées, comme l'immobilier, précise Annie. Bon, j'imagine qu'on va demander à des boursiers si la bourse continue à être intéressante. La réponse est évidente, mais pourquoi ça reste intéressant à vos yeux ? Écoutez, en fait, moi je prêche pour ma paroisse évidemment, sur la zone européenne, et c'est là où nous investissons, les bénéfices sont en croissance. On a quand même des marges qui sont en train de s'améliorer, on a des vents extrêmement porteurs avec un dollar qui est enfin une parité euro-dollar qui est enfin bénéfique pour nos sociétés. Nos sociétés ont été pénalisées pendant de nombreuses années par un euro qui était beaucoup trop fort. Donc là, c'est quand même une bouffée d'oxygène. On a le prix du baril qui est quand même en forte baisse, ça peut pénaliser beaucoup de pays, mais c'est un avantage pour l'Europe. Et enfin, on a les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Et donc, les sociétés peuvent emprunter, peuvent investir, peuvent se développer ou faire des acquisitions à des conditions extrêmement intéressantes. Avec un décalage de perception parfois entre ce que ressent le Français lambda, avec des chiffres du chômage qui montent, avec une situation économique qui ne semble pas forcément toujours aller au mieux. Malgré tout, vous dites, en bourse, il y a des entreprises françaises qui s'en sortent très bien. C'est ça aussi qui est parfois difficile à percevoir. Quand vous dites en Europe, ça va beaucoup mieux, tout le monde ne le ressent pas comme ça actuellement. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu une dichotomie entre la perception qu'on peut avoir de la France aujourd'hui et le marché français. En fait, si vous regardez, le marché français en Europe est le marché qui bénéficie le plus de cette hausse du dollar. Parce que nos sociétés sont très internationales et très tournées vers le marché américain et aussi vers les émergences, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Mais, donc, on a c'est un marché que nous surpondérons, mais le contexte est difficile. Et les chefs d'entreprise que nous rencontrons nous expliquent bien qu'ils sont confiants sur la reprise européenne, mais c'est vrai que sur la France, on sent qu'il y a beaucoup plus de réticence. Roland, en général, les trous d'air, c'est parfois des belles opportunités pour rentrer sur le marché, comme on dit. Est-ce que ça vous semble être le bon timing, là, ou est-ce que finalement, on n'y voit pas encore assez clair ? Moi, j'ai envie de répondre à Annie qu'il faut pas qu'elle s'inquiète sur la situation des entreprises. En revanche, la situation des États est plus préoccupante. Finalement, aller en bourse, c'est s'intéresser à des entreprises. Et on se rend bien compte que finalement, les entreprises, depuis de nombreuses années, ont fait des efforts pour se désendetter, pour aller chercher la croissance dans les pays émergents. Ok, maintenant la croissance est un peu moins forte, mais dès qu'il y a un problème, on réagit très vite, on est réactif. Et malgré toutes les difficultés, peut-être que les bénéfices vont moins augmenter, ils vont un petit peu plafonner, mais on a vraiment
investir en bourse, c'est investir sur l'avenir d'une entreprise. Et je pense qu'on peut être très confiant sur l'avenir des entreprises, y compris françaises, et beaucoup plus peut-être réservé sur la gestion de l'État. Donc finalement, quand on a de l'argent, soit on le place sur des obligations, pour simplifier, le livret A, en tout cas sur des taux, sur les actions, sur l'immobilier. L'immobilier a beaucoup monté, une fiscalité qui devient insupportable, on ne va pas revenir là-dessus. Et sur les obligations, on a pratiquement plus aucune rémunération. On n'est pas du tout au stade américain. On a toujours des taux très très bas et qui vont rester bas. Donc finalement, miser sur les actions, c'est miser sur l'entreprise et peut-être sur les entreprises françaises, justement, qui marchent très très bien. Alors justement, on a des questions sur les actions, des questions sur les entreprises. Questions plus précises maintenant. Que faire avec Casino, nous demande Hervé. Est-ce que vous avez une opinion sur Casino ? Écoutez, Casino, c'est de la consommation. C'est de la consommation, mais c'est aussi une très forte exposition sur le marché brésilien. Et là, je suis beaucoup plus réservée. Et c'est là où j'ai une approche croissance et non pas value. Un investisseur value vous dira peut-être c'est le moment d'en acheter, il faut attendre, ça va s'améliorer. Je ne vois pas de signaux d'amélioration sur l'économie brésilienne aujourd'hui. On est dans une spirale infernale avec un pays qui est en récession, où il n'y a pas assez d'investissement alors qu'il y a des problèmes d'infrastructure très lourds, et de l'inflation. Donc c'est le pire, c'est un cauchemar. C'est-à-dire qu'en fait les taux d'intérêt du coup sont élevés à cause de l'inflation, donc il y a encore moins d'investissement, donc c'est une spirale très négative. Vous n'y touchez pas, vous êtes plutôt donc vendeuse, l'exposition au Brésil, Casino. j'évite, et je n'aurai pas de Casino, je préfère aller sur des sociétés mieux exposées, et arbitrer éventuellement sur du Carrefour qui est aussi au Brésil, mais qui est plus sur la consommation de base. Et donc, quand l'économie va mal, les gens vont acheter plutôt dans des grandes surfaces où c'est moins cher le discount. Et donc, le positionnement est meilleur. Roland, vous partagez l'avis de Marie-Jeanne là-dessus, sur Casino ? Casino, c'est une très très belle valeur et on a vraiment beaucoup d'investisseurs particuliers qui en ont depuis plusieurs années. Il y a une vraie régularité, il y a une vraie visibilité et il y a un rendement. C'est une valeur qui est très très bien gérée. Alors, les gens en ont et beaucoup de nos lecteurs, effectivement, ont été coincés par la baisse de Casino et de Rallye. Enfin, Rallye qui est la société mère et qui a un rendement encore plus élevé et qui est très endetté, effectivement, et qui a fortement baissé. Casino, effectivement, c'est le Brésil, ça a beaucoup baissé, mais peut-être que c'est un peu tard aujourd'hui pour vendre le titre. Le positionnement de la distribution sur le Brésil est difficile, mais ils sont en train de se repositionner plutôt sur des produits de consommation, non pas alimentaires courantes, mais essayer d'aller vers des produits de consommation plus long, plus stable, et donc la baisse du cours à la fois de Casino et de Rallye a été terrible. Est-ce que vous êtes acheteur, vous en prenez ou pas dans votre portefeuille ? Non, nous on conseille de tenir la position. C'est un terme boursier qui n'est pas très glorieux, ça veut dire on s'est pris un petit peu une tôle et c'est un peu militaire. Mais il faut savoir que encore une fois, Casino est une très belle valeur, beaucoup de particuliers en ont. Si on n'a pas vendu pendant l'été, on ne vend pas aujourd'hui. ICAD, une foncière. Alors nous sommes moins investis sur les foncières, mais je reconnais qu'on aurait dû investir plus parce qu'elles se sont très bien comportées. Et moi, je reste positif sur le... Avec encore un paradoxe, on disait l'immobilier, c'est difficile pour un placement particulier, mais les foncières s'en sortent bien. C'est un peu les valeurs refuges. Hein. Les gens recherchent du rendement sécurisé et les foncières en font partie. Vous aimez ICAD ? ICAD, on n'est pas dessus. On est très présent sur Iniba et Rodamco et sur la foncière des régions. Ce sont des valeurs qui sont intéressantes parce que justement, aujourd'hui, on veut placer son argent, il n'y en a pas de rendement nulle part. Où est-ce qu'on peut en avoir ? On en trouve sur des valeurs immobilières. C'est pas négligeable. C'est un fort soutien des marchés et de ce secteur. Et on regrette finalement de ne pas en avoir plus pris et plus conseillé. Mais on est très présent sur ces valeurs. Ça, c'est un regret classique en bourse. Voilà. Hein. On aurait dû faire ça. C'est le temple des regrets. Voilà. Stantis, est-ce que on parlait des plus petites entreprises ? Stantis, on rappelle ce qu'ils font peut-être ou... Stantis, honnêtement, je ne pas le sur suis votre pas. radar. Voilà, non, je l'ai pas. Roland, Stantis, ça vous parle ? Je crois qu'ils travaillent sur des stènes, oui. mais on n'est pas
on a été très, très sélectif sur les valeurs de biotech. On ne peut pas en prendre trop. On ne peut pas non plus multiplier les prises de position. Et donc, on n'a pas conseillé cette valeur. Stantis, en effet, c'est un spécialiste dans la conception, le développement et la commercialisation des stents auto-expansifs destinés au traitement des maladies cardiovasculaires. 62 millions d'euros de capitalisation. Donc, on est vraiment dans la micro-cap. Là. Oui, et moi, ma seule inquiétude que je pourrais avoir sur Stantis, c'est qu'en fait, ils ont en face d'eux des très gros et que sur ces marchés-là, il faut avoir le marché américain et que pénétrer le marché américain quand on est une petite société française, c'est plus compliqué. Mais maintenant, je ne sais pas quel type d'accord ils peuvent avoir. Hervé, toujours. Bonjour, que faire avec les émergents de l'Est? Est-ce qu'il peut y avoir des choses intéressantes du côté de l'Est? Écoutez, sur l'Europe de l'Est, moi, je suis extrêmement réservé sur la situation de la Russie. Où là, effectivement, avec l'évolution du prix du pétrole, mais... voilà. Maintenant, sur l'Europe de l'Est, enfin les pays de la zone de l'Union européenne, la Pologne peut être effectivement un marché à regarder. La Pologne bénéficie de l'amélioration de la conjoncture dans la zone euro. Elle a une structure démographique qui fait qu'elle a un potentiel de croissance qui est plus fort que la moyenne de la zone européenne. Elle a une industrie quand même assez développée. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités d'investissement en Pologne. Nous ne sommes pas encore investis sur ce pays-là, mais on le sera peut-être à l'avenir. Sur l'Europe de l'Est, vous avez des... On n'a pas de recommandation directe, donc pas de lumière sur ce pays, sur les régions de l'Est. En revanche, on pense que les valeurs françaises, notamment domestiques, des sociétés d'infrastructure, vont pouvoir bénéficier de la croissance de ces pays. On est assez également sur les transports, on aime bien Alstom qui pourrait justement continuer de bénéficier des besoins d'infrastructures. Alors on reste sur notre question d'internaute Dioclétien qui prolonge cette question émergente en allant jusqu'en Asie, hors Chine. Est-ce que c'est le moment de revenir en Asie hors Chine, demande Dioclétien? Alors écoutez, le Japon, clairement, je suis très sceptique sur l'évolution de la situation de l'économie japonaise. Là, on a du mal à comprendre, ça ne redémarre pas. Et donc cette politique de quantitative easing a l'air de ne pas fonctionner comme elle l'espérait. Hein. Voilà, les flèches, pour l'instant, visiblement, la flèche réforme n'a pas suffisamment délivré. Sur le reste de l'Asie, c'est clair que dans le cadre du ralentissement, dans un environnement de fort ralentissement de l'industrie en Chine, l'ensemble de l'Asie est pénalisé. Et on voit d'ailleurs les chiffres du commerce international en chute libre. Donc je crains que malheureusement les émergents aient une période en Asie et une période un peu difficile. Sur les émergents asiatiques, vous couvrez ça dans l'aide déplacement? Vous allez jusque-là ou est-ce que c'est plus français? En fait, on passe par des fonds. On n'a pas la prétention d'avoir une expertise sur tout. En revanche, sur les pays émergents, les pays d'Asie ne sont pas producteurs de matières premières, donc ils sont peut-être moins touchés. Et il faudra suivre parce qu'on aura peut-être des bonnes surprises, des rebonds, notamment dans le secteur des services. C'est vrai que le secteur industriel est très touché, mais on aura peut-être des bonnes surprises. Donc on va regarder des fonds qui seront capables de tirer parti finalement d'une situation asiatique qui pour l'instant n'est pas très brillante, mais qui est beaucoup moins dramatique en tout cas que les producteurs de matières premières. Alors, vous parlez des fonds, c'est intéressant. Quelle part un particulier, disons qu'il n'est pas un professionnel de la bourse, doit réserver aux fonds et la poche qu'il peut investir en direct? Est-ce qu'il y a une proportion idéale? Tout dépend. 100% sur Mandarine, j'imagine, pour Marie-Jeanne, mais... Non, mais tout dépend du temps qu'il y consacre, parce que c'est vrai que moi, si je devais investir en Asie, c'est clair que j'irais au travers de fonds spécialisés. Sur l'Europe de l'Est, il se trouve que j'ai géré des fonds exposés sur ces pays-là, donc je pourrais revenir en direct sur ces pays-là. Il faut connaître, comme dirait Warren Buffett, il faut investir là. Il faut connaître l'histoire des titres, la liquidité, avoir les bons interlocuteurs. Donc, sur des pays étrangers, c'est plus difficile. Maintenant, quand il s'agit du marché français, si quelqu'un y passe du temps, il peut avoir beaucoup d'informations au travers de la presse, notamment. Roland, vous avez une religion? Moi, je vais repartir avec votre plaquette de fonds Mandarine, parce que je reconnais qu'on n'a pas recommandé à nos lecteurs, mais je vais regarder. Non, nous, on est effectivement, on a une majorité, on a beaucoup de lecteurs qui sont PEA.
Donc pour nous, c'est très important de trouver des produits PEA. Et donc sur les fonds, on a gardé notamment un fonds Carmignac émergent qui n'a pas été extraordinaire, mais qui finalement a bien tenu, a bien géré la crise. On a coupé la position en deux, mais on est resté sur ce fonds et finalement on n'est pas donc on garde cette petite position. Donc on a gardé un petit morceau de l'ETF Gold Billion. Donc on rappelle peut-être ce que sont les ETF, ces fameux trackers. Ce sont des investissements financiers qui reproduisent les tendances des indices. Les indices. Voilà, en fait, c'est un petit peu des concurrents des fonds, mais quand on parle de fonds indiciels, pas du tout des fonds de conviction comme les vôtres, mais pour aller chercher un marché, un produit spécifique comme l'or, par exemple. Avec le Gold Billion. On peut acheter ça comme une action et sans frais. Une question d'Harold. Faut-il s'inquiéter de la tournure des événements géopolitiques en Syrie, notamment si l'on a des actions exposées à la Russie? Alors vous parliez de la Russie qui semblait aussi ne pas être votre favorite en ce moment. Est-ce que la géopolitique, là c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu turbulent aussi, peut rajouter une couche à ces problèmes économiques? Moi je pense qu'il ne faut pas gérer un portefeuille avec l'émotion géopolitique. Je crois qu'elle est mauvaise conseillère, elle crée de l'émotion, la guerre, des bombes, etc. Mais on voit bien que finalement la bourse ne réagit pas tellement là-dessus. Donc on a assez de sujets d'inquiétude et d'émotion, et l'inquiétude géopolitique est mauvaise conseillère pour gérer un portefeuille. Sur ce qui se passe en Syrie, il y avait effectivement, sur un plan émotion, effectivement, c'est très inquiétant. Et l'attitude, les confrontations sur la politique à Imni sont complexes, avec une Russie qui est très présente. Donc là, moi, je ne sais pas comment tout ça évoluera. Sur un plan alors purement économique et pour se séparer un peu de l'aspect affectif qu'on peut avoir sur ces événements-là, cet afflux de réfugiés en Allemagne est quelque part un ballon d'oxygène pour l'économie allemande, qui est une économie très vieillissante, avec une démographie qui est beaucoup plus vieillissante que la démographie française. 1,2 enfants par femme, je crois. Voilà, donc c'est clair qu'1 million de réfugiés, ça peut quand même changer la donne sur la croissance, sur le potentiel de croissance de l'économie allemande, sachant que ces Syriens sont souvent des gens qui avaient des capacités, enfin qui travaillaient en fait, et qui peuvent se réintégrer assez facilement dans la société allemande. Donald Trump, qui apparemment nous suit, nous demande cela ne fait-il pas 3 ans que l'on attend les taux directeurs, que les taux directeurs remontent sans qu'ils le fassent? Remonteront-ils un jour? C'est vrai que c'est une question, on parlait de cycle, certains imaginent qu'on va rester dans une période longue de taux bas, voire très bas. Vous avez un avis sur la question? C'est là où, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et on est dans un paradigme nouveau, parce que normalement, quand il y a une reprise économique, il y a des craintes d'inflation et il y a des taux qui montent. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte d'inflation. Vous avez vu les chiffres d'inflation hier pour la France, on est même passé en négatif, moins 0,1. Alors, on est en et les prix à la production peut-être plus grave, prix à la production industrielle qui sont à moins 2,1 sur un an. Voilà, donc c'est quand même... On est dans un contexte où l'inflation n'est plus du tout le sujet d'inquiétude, et c'est pour ça qu'on a ces politiques monétaires aussi accommodantes pour essayer de redonner de l'oxygène aux économies. Mais votre pari, c'est qu'on peut rester avec des taux zéro pendant 5-10 ans? Je crains que ça dure longtemps, et c'est pas très sain dans la mesure où c'est très artificiel, et que derrière, ça permet au gouvernement... Enfin, pour le boursier que je suis, c'est plutôt rassurant, puisque effectivement, quand on a des taux bas, c'est favorable au marché action. Mais à long terme, ça permet au gouvernement de se refinancer à des taux très bas, et ça peut faciliter un espèce de laxisme dans les réformes à mener. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Roland, votre sentiment sur les taux? Effectivement, c'est pas un très bon signal sous l'angle macroéconomique, mais la bourse est également faite finalement de flux financiers. Les actions n'évoluent pas seulement sur des perspectives économiques. Et donc finalement, encore une fois, quand on a des liquidités à placer, quand on voit effectivement qu'on n'a aucune perspective de progression des taux, je pense que cette situation, bien qu'elle soit malsaine d'un point de vue macroéconomique, est plutôt
favorable au placement action parce qu'on revient toujours à une perspective de croissance, parce qu'on a des entreprises qui, même si la croissance est moins forte, s'arrange toujours, ce qui n'est pas le cas des États, pour être plus efficients. Et cette efficience, elle porte finalement une amélioration des bénéfices. Et ça, c'est très important, parce que c'est essentiellement là-dessus, sur les perspectives de croissance que repose la valorisation des actions. Et puis, pas de rendement d'un côté, et des perspectives, en revanche, toujours de rendement sur les actions qui sont importantes. Donc on a une inquiétude, bien sûr, générale, macroéconomique, mais la bourse est également faite de flux quotidiens et d'opportunités. Et donc, probablement, certainement, à mon avis même, cette situation crée des opportunités en bourse. Alors, d'autres questions. Jean-Pierre nous demande s'il faut acheter Solocal, qui est à son plus bas historique. Solocal, c'est l'ancien page jaune, pris dans cette mutation numérique, en effet, qui n'a pas cessé de dévisser. Je crois que ça vaut 250 millions en bourse maintenant, à peu près. Vous avez une opinion sur Solocal ? Écoutez, nous ne sommes pas investis sur Solocal et je préfère jouer des acteurs qui sont déjà mieux positionnés dans l'Internet, puisque Solocal, il y a ce problème de repositionnement qui ne délivre pas. Pourtant, ils avaient restructuré leur dette, on sentait que ça allait peut-être aller mieux. Oui, mais en fait, on n'a pas encore eu le retournement de progression bénéficiaire. Et c'est vrai que c'est là où moi j'ai une approche où je préfère arriver un petit peu trop tard, mais je préfère plutôt que les choses soient vraiment amorcées, qu'y aller trop tôt et être dans la spirale négative. Roland Solocal, un avis ? Non, on n'a pas du tout conseillé la valeur, tout simplement parce que sur l'Internet, il vaut mieux acheter du Google de façon très pragmatique. Hein. Donc, et d'ailleurs, on a du Google en portefeuille et on s'en porte très bien. R. Puech nous demande quelle stratégie adopter quand votre PEA est en perte globale de 46%, avec une perte sur tous les titres, Vallourec 91%, Rexel 20%, AXA 20%, BNP 30%, Engie 43%. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On essaie de faire le tri finalement. D'abord, on ne le vend pas au plus bas, on ne liquide pas tout son portefeuille du jour au lendemain. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de concentrer le portefeuille sur les valeurs qui ont une vraie visibilité. Alors, Vallourec a beaucoup baissé, BNP a beaucoup baissé. Entre les deux, on pourrait penser que de manière spéculative, il faut acheter Vallourec, ça va remonter. Nous préférons concentrer le portefeuille sur BNP. Et donc, acheter ce qui a beaucoup baissé, ce n'est pas toujours une bonne stratégie, il faut le rappeler. Non, mais dans ce portefeuille, effectivement, moi je garderais les BNP. Mais les Vallourec, j'y toucherai pas. Enfin, je préférerais les sortir, même si c'est très douloureux. On n'a pas parlé du pétrole d'ailleurs, oui. On parlait des taux durablement bas. Le pétrole, on est parti aussi pour la même chose. Hein. Malheureusement, je n'ai pas de vision particulière sur le pétrole, mais là-dessus, c'est clair que nous ne revenons pas sur ni sur les services pétroliers, ni sur le pétrole. Là, pour les mêmes raisons, en fait. On est quand même on voit qu'il y a des éléments un peu structurels pour la faiblesse des prix du pétrole, et donc ça nous paraît prématuré de revenir dessus. Donc pour répondre à la question, quand on a un portefeuille qui a beaucoup dévissé, qu'il soit PEA ou pas PEA, on ne vend pas tout d'un coup, on ne fait pas ça sur un coup de tête, mais on peut faire des arbitrages quand même, quitte à solder, à se couper un bras aussi, comme on dit. Voilà, on ne vend pas tout d'un coup, on se coupe un bras. Alors c'est toujours très douloureux, ça fait mal un bras, hein. Ça fait mal, c'est difficile, et puis avec un bras on est quand même moins content qu'avec deux. Mais non, et je crois qu'en période d'incertitude, nous on n'est pas du tout pessimiste sur l'avenir des marchés à moyen terme, mais en période d'incertitude, on voit bien que finalement c'est très simple, hein, les investisseurs vont sur la qualité, donc on a intérêt finalement à se concentrer sur la visibilité. Deux titres qui perdent 30%, je préfère me couper un bras sur celui qui est un petit peu plus difficile, avec des perspectives beaucoup plus vagues, et revenir sur une visibilité, sur les cash flows, sur les dividendes. Je pense que là, encore une fois, avec ce principe d'efficience des entreprises qui est vraiment très important, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher dans une entreprise à augmenter le chiffre d'affaires et à optimiser le bénéfice. Ça, c'est très bon pour l'actionnaire. Alors, l'émission, le temps tourne. J'aimerais avoir vos valeurs préférées à la lettre des placements au Figaro. Qu'est-ce que vous recommanderiez à ceux qui nous regardent en ce moment ?
Ben nous, on a fait récemment notre revue un petit peu trimestrielle des valeurs. Dans les grandes valeurs, on reste présent sur le luxe, sur LVMH, sur Hermès, plutôt que sur Kering. On pense que finalement les valorisations sont revenues à des niveaux intéressants. Le ralentissement de la Chine, finalement, a peu de chances de toucher les vraies valeurs de luxe. Donc, ça a touché, mais on n'a pas d'inquiétude. On est revenu, finalement, l'économie ralentit, mais le prix ralentit aussi. Le prix a baissé. Donc là, c'est intéressant d'y rester. On reste également sur les bancaires, on en parlait. On reste sur Natixis, on reste sur BNP, parce qu'on pense qu'on a une visibilité, on a du rendement. On est présent sur Essilor, sur L'Oréal. On a fait alléger Schneider Electric, mais on a quand même, sur la partie qu'on a gardée, on a subi assez fortement la baisse. Que des grosses valeurs? Alors, ça c'est pour les grandes valeurs. Et sur les petites valeurs, on a également refait récemment notre revue de valeurs. On aime bien Eurofins, on trouve qu'il y a encore du potentiel sur cette valeur. Elle a connu un petit accident de crise de croissance, mais elle n'est pas du tout au bout de ses perspectives de croissance. En plus, sur un marché de l'analyse globale scientifique, il y a les tests, les analyses de goût, il y a vraiment un terrain très important de développement. On reste sur JC2Co, qui a encore décroché un contrat à Londres, et on pense que c'est vraiment une valeur qui a un très très bel avenir, qui va vraiment se développer. C'est une belle réussite française qui va très loin à l'international. SS2I, on est sur OB et Sopra Steria. Ce Capgemini a bien marché, mais les petites ont encore mieux marché. Et c'est extraordinaire, cette capacité des SS2I finalement à renaître et à trouver finalement leur utilité dans un marché qui n'est pas facile. On dit ESN, je crois maintenant, il s'appelle de plus en plus ESN, Entreprise de Services Numériques. Nous, on est resté SS2I, donc on verra ça. Voilà. Marie-Jeanne, à vous, les valeurs préférées de Marie-Jeanne et de Mandarine? Dans celles que vous avez citées, il y en a deux que j'aime beaucoup. Il y a Eurofins, effectivement, qui est le leader dans tout ce qui est tests alimentaires et santé. Ça, ils n'ont pas fini de leur croissance. Ils consolident un marché qui est en très forte croissance. Deco, on aime beaucoup aussi. C'est une très belle société qui est sur l'affichage. C'est vraiment un média unique. Mais dans celles qu'on aime bien, dans les grosses, il y a des sociétés comme Veolia, qui était une valeur qui était sortie de notre spectre croissance pendant des années et qui revient. C'est à nouveau une valeur de croissance. Les contrats ont été renégociés sur la France avec des marges plus faibles, mais maintenant ils vont pouvoir se consacrer à l'amélioration de la rentabilité de ces contrats. Et sur l'international, ça a été restructuré. Le marché de l'eau, c'est un marché en croissance. On aime bien aussi... en fait, on raisonne un petit peu par thématique, c'est-à-dire que la thématique du vieillissement de la population, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, puisque ça, c'est... par exemple, Orpea, on aime beaucoup. Orpea, c'est une très belle valeur qui est partie à l'international en allant maintenant conquérir le marché allemand, où au bonheur, ils ont une sécurité sociale à l'équilibre. Donc il y a beaucoup plus de visibilité et l'Allemagne investit pour ses vieux de demain, ce qu'on ne peut plus faire en France. Et ils sont même conseils en Chine. Donc, Orpea n'a pas du tout souffert de la crise. Pas du tout, voilà. On aime... voilà. Ça, c'est des valeurs très sûres. Dans celles qui sont revenues un petit peu, qu'on aime bien, il y a dans les plus petites qu'on aime beaucoup, il y a Seb qui a souffert de son exposition en Chine, alors qu'au contraire, Seb, ils ont acheté une très belle société chinoise, Support, et Support marche très bien en Chine. La consommation des Chinois est là. Donc c'est le moment de revenir sur Seb. Allez, encore deux petites remarques, questions, d'ailleurs qui se font écho. Lily demande quels événements pourraient réduire la volatilité des marchés, et John évoque est-ce qu'une hausse des taux pourrait redonner confiance aux investisseurs? Est-ce que John répond à Lily? Est-ce que c'est la hausse des taux qui pourrait apaiser finalement, paradoxalement, les marchés? L'absence de hausse des taux a visiblement fragilisé les marchés. On ne s'attendait pas à une réaction si violente. Mais c'est clair que ça a été un générateur d'inquiétude sur l'état de l'économie américaine.
Donc c'est vrai que s'il y avait une légère remontée des taux, on est quand même assez serein sur l'évolution des taux américaines parce qu'on ne s'attend pas à une très forte reprise. Donc, donc s'il y avait une légère reprise, ça rassurerait sur l'état de l'économie américaine. Roland, pour stabiliser un peu ces marchés, les calmer, apaiser cette volatilité? Alors déjà, comme un signal sur la croissance, hein, ce sera vraiment, c'est vraiment important. Donc il faudrait peut-être que l'Europe accélère un petit peu. On a vu de beaux résultats sur l'Italie. Et là, en revanche, l'Allemagne, c'est assez curieux, l'Allemagne est un petit peu coincée là, par la moins forte croissance des pays émergents, mais c'est très important et ça tombe mal avec Volkswagen, c'est pour ça que les marchés ont été sanctionnés, mais c'est important quand même que l'Allemagne retrouve une marge de croissance. Sur la France, on a un État qui est pas idéalement géré, donc on est un petit peu coincé par là, il faut attendre encore quelques mois. Et en revanche, sur les taux d'intérêt américains, ce sera plutôt un bon signal parce que ça prouvera que finalement l'économie va mieux. Et puis surtout, si d'aventure ça allait mal, c'est important que la Fed garde une marge de manœuvre. Autrement, ils ne pourraient plus rien faire. Voilà, alors que là, ils vont peut-être se reconstituer des cartouches. Dernière question de Coralie, est-ce qu'on peut être optimiste sur le long terme? Qu'est-ce qui vous fait que vous restez finalement confiant, optimiste? C'est vrai que c'est la nature humaine et particulièrement la nature française de voir ce qui va mal, mais il y a des choses qui vont bien et qui peuvent peut-être rendre optimiste, notamment à long terme. Écoutez, moi je crois justement que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est ça qui nous rend optimistes, parce que quand on voit tout le travail qu'ils font, et leur réactivité face à un environnement qui bouge très très vite et leur capacité à décrocher de nouveaux contrats, à être leader sur des niches très très précises. Nous, c'est une thématique que nous jouons au travers de notre fonds unique, des sociétés qui sont vraiment leaders sur des créneaux assez précis. Donc ça, c'est vraiment la rencontre avec ces gens-là qui nous rend optimistes. On a quand même un tissu industriel qui est très solide, de très belles sociétés sur lesquelles on peut investir. Roland, un mot d'optimisme pour conclure? Non, pareil, on a un marché qui est vraiment perturbé au jour le jour, mais il y a bien un cap d'efficience avec les entreprises et de succès, et c'est là-dessus qu'il faut investir. Merci à tous les deux pour ces explications, ces conseils. Roland Laskin, rédacteur en chef de la lettre des placements et du service bourse au Figaro. Marie-Jeanne Missoff, qui est gérante chez Mandarine Gestion. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions et puis votre fidélité. On se retrouve bien dans un trimestre pour une nouvelle conférence live Before Bank. À très vite.